Bonjour Yanis. Bonjour Coralie. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du sujet des fake news et à cette occasion, nous recevons Aude Fabre et Valentine Auberti. Aude Fabre a monté sa chaîne YouTube What a Fake. C'est également la fondatrice d'une rédaction collaborative citoyenne aux compétences les plus variées. Quant à Valentine Auberti, elle a été chroniqueuse pour Le Quotidien. Aujourd'hui, elle travaille dans la rédaction de Mediapart, qui est un journal d'information numérique. Cette émission vous est présentée par les secondes métiers de la relation client du lycée Bouchardon. Lisa, Héloïse, Timéo, Pierrick et Pablo sont allés à la rencontre d'autres lycéens pour connaître leur avis sur les fake news. Écoutons-les. D'après vous, qu'est-ce qu'une fake news ? Aucune idée. Oula, une mauvaise information sur Internet, c'est tout. C'est quand une information elle traîne sur Internet et que c'est faux. Des informations mauvaises sur les réseaux principalement. Savez-vous reconnaître une fake news ? Ouais, on s'est entraîné en histoire cette année. Ah oui, sur Twitter ? Non. Enfin, si je la vérifie, oui. Les fake news sont un danger pour la démocratie. Ouais, mais ça dépend lesquels. Parce que, par exemple, si on parle de Michael Jackson, qui serait encore vivant, ça ne nous change rien, mais il y a des fake news d'autres qui pourraient changer. Parce que si tout le monde croit n'importe quoi, il n'y a plus rien qui va fonctionner. Ça pourrait rencontrer problème à certains civils qui pourraient penser le mauvais côté des choses. Alors ça peut être faux. Oui. Parce que c'est ça peut faire des problèmes politiques. Ça implique de donner une mauvaise information à la majorité principalement, la majorité qui ne connaît pas très bien Internet, qui ne connaît pas très bien les réseaux. Un danger sur la démocratie. Un danger sur la démocratie. Pour la démocratie ? Non. Parce que je pense que ça n'a pas de rapport. Les gens sont pas aussi bêtes qu'on le pense et ont une capacité de réflexion qui est quand même conséquente. Non. Je pense pas. Parce que des sujets aussi importants, ça va pas passer à la télé ou des trucs comme ça pour que tout le monde y croit, Pensez-vous que les journalistes peuvent nous aider à lutter contre les fake news et qu'est-ce qu'ils peuvent faire contre ça ? Non, je pense pas, parce que c'est eux qui les créent justement pour leur journal, c'est le but d'une fake news. Merci à tous les 5 pour cette présentation. Nous voyons bien que les avis sont différents et que les choses ne sont pas si simples. Nous avons donc du boulot dans cette émission pour essayer de répondre au sujet de la 2e édition du prix Samuel Paty, Infox, quel danger pour la démocratie ? Pour nous aider, passons maintenant aux questions de nos 2 journalistes et c'est Shannon qui va débuter l'interview de Valentine et Aude pour répondre à la question « Qu'est-ce qu'une fake news ?» Bonjour à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui. Selon vous, qu'est-ce qu'une fake news ? Bonjour, Aude. Bonjour. C'est un peu ta spécialité, je crois. Non, en fait, j'espère que la réponse va pas trop vous décevoir parce que moi, j'ai toujours du mal. Je sais plutôt ce que c'est qu'une information a priori solide, une enquête solide. Fake news, je me suis souvent perdue dans les différentes définitions des uns et des autres, notamment une définition qui courait quand j'ai démarré ma chaîne YouTube au début, qui est quelque part une information un peu comme un genre de contrefaçon. Il y a toujours un peu cette idée d'une information un peu bidon, trompeuse, qui est maquillée pour avoir le goût du vrai, entre guillemets. Mais il y a un critère qui me pose beaucoup de questions, c'est qu'il y a souvent cette idée que ça a été créé dans l'intention de manipuler. Et c'est vrai qu'à travers ma chaîne YouTube, j'ai contacté des dizaines de personnes qui créaient vraiment littéralement des fake news, de la désinformation vraiment pure. Et très souvent, ils m'avaient l'air, en tout cas très sincèrement, absolument convaincus de ce qu'ils racontaient. Et je pense pas qu'ils étaient dans une démarche de cynisme, etc. Beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont vraiment les chevaliers blancs de l'information, alors qu'ils racontent globalement vraiment n'importe quoi. Et donc, du coup, ce critère-là ne marche pas très bien. Donc, en fait, c'est vrai que, en tout cas, nous, à Fake Off, moi, je suis présidente aussi d'une association qui s'appelle Fake Off, qui intervient dans beaucoup de lycées, de collèges, etc. On s'attache surtout à communiquer sur qu'est-ce qui fait que vous allez avoir une information a priori solide, a priori complète, sur tel ou tel sujet, quoi. Il y a des sources, il y a du travail d'enquête, il y a des auteurs qui sont compétents, légitimes, etc. Et donc, voilà, du coup, je botte en touche complètement sur cette question, mais j'espère que ça fait avancer un tout petit peu le schmilblick quand même. Et peut-être pour compléter, ce qu'on peut dire, c'est qu'une bonne information, c'est une information recoupée, vérifiée, qui s'appuie sur, par exemple, des chiffres qui sont sourcés, qui s'appuient par exemple sur des déclarations faites par des personnes en leur nom, c'est-à-dire qu'on parle de on. Dans certains articles, vous allez lire des citations de personnes interrogées, mais qui révéleront pas leur identité. Parfois, on peut comprendre pourquoi une personne qui craint pour sa vie, qui craint pour son job, ne révèle pas son identité, mais si vous avez un article essentiellement fait de off, de personnes qui ne donnent pas leur nom dans les citations, ça, par exemple, ça peut intriguer, on peut se dire, ah, attention, qui sont ces gens derrière les citations, on ne sait
pas, on navigue un peu à vue. Une bonne information, c'est si vous pouvez aussi tracer l'auteur. Enfin, plein de gens sont journalistes ou plein de personnes qui écrivent peuvent écrire des bonnes informations sans être journalistes, mais il faut pouvoir un petit peu retracer le parcours de l'information. Puis surtout c'est contextualisé, c'est aussi ça quoi. Très souvent, il n'y a pas de contexte dans la désinformation. C'est tout d'un coup une dame qui dit ci, qui dit ça. Et voilà, il nous faut vraiment le contexte. Et j'ajouterai une dernière chose, c'est le droit de réponse, c'est-à-dire que dans les contenus souvent conspirationnistes, il n'y a jamais de droit de réponse. C'est-à-dire que on va raconter telle ou telle chose sur une personnalité, que ce soit Emmanuel Macron ou autre, mais jamais il n'est donné l'occasion à cette personne de donner sa version des faits, de s'expliquer. Ce qui est le contraire d'une enquête, en fait. Voilà. Un policier, il clôt pas une affaire une fois qu'il y a quelqu'un qui vient pleurer chez lui. À la base, il va du coup interroger différentes personnes, et notamment la personne qui est visée. Et peut-être pour rebondir, rebondir sur... Après, on va peut-être vous laisser poser vos questions. Non, pour rebondir sur votre micro-trottoir qui était hyper instructif, hyper bien fait, très drôle, et aussi instructif sur quel est le rôle des journalistes pour lutter contre les fake news ou les fausses informations, les infox. Quelqu'un a répondu, non, ce sont eux qui les créent. Moi, je voudrais dire que les journalistes, je crois, ne créent pas de fausses informations. Enfin, en tout cas, c'est pas leur but, et la majorité d'entre eux ne créent pas de fausses informations. Les journalistes peuvent se tromper, ça arrive, de donner une mauvaise info et de rectifier, et dans ce cas-là, il faut le dire, et il faut rectifier, et il faut reconnaître son erreur et tout de suite rectifier. Mais voilà, notre rôle, c'est quand même de travailler sérieusement et de donner des informations une fois qu'on est sûr de leur véracité, qu'on a tout recoupé, tout contextualisé, et qu'on est sûr de pas tromper ceux et celles qui nous lisent ou qui nous regardent. D'où viennent les images diffusées aux infos selon vous ? La plupart des images qui sont montrées aux infos viennent des journalistes qui les ont tournées. Des journalistes qu'on appelle les JRI, les journalistes reporters d'images. Donc ce sont les journalistes qui sont munis d'une caméra et qui vont se rendre en reportage, aller filmer une action quand elle se passe. Par exemple, des journalistes qui vont aller filmer les manifestations contre la réforme des retraites, ou des journalistes qui vont aller filmer les conséquences d'un tremblement de terre, par exemple, ou qui vont aller filmer le déplacement d'un ministre pour faire des interviews. Donc voilà, ce sont des images qui sont produites par des journalistes. Et puis il y a d'autres images qu'il faut d'ailleurs vérifier avant d'utiliser. Ce sont des images qui peuvent être filmées, tournées par des citoyens, des citoyennes. Ça s'est beaucoup développé avec les réseaux sociaux. C'est parfois très utile. Je vous donne un exemple. Pendant les manifestations des Gilets jaunes, il y a eu beaucoup d'images tournées par des citoyens, des citoyennes sur des violences policières, des blessures de gilets jaunes à cause de tirs de LBD ou autres. Voilà, ça c'était des images hyper précieuses que les journalistes n'avaient pas forcément, parce qu'ils étaient peut-être pas placés au bon endroit, ils étaient peut-être pas au bon niveau du cortège pour filmer cette violence policière, mais ça a été très utile. Mais c'est là qu'il faut faire hyper attention, parce que par exemple pendant ces manifestations des Gilets jaunes, il y a eu pas mal d'images qui ont circulé, qui étaient prises avant, qui ne correspondaient pas à l'information qui était donnée, et quand ce sont des images qu'on n'a pas produites nous-mêmes et qui circulent sur les réseaux, il faut d'autant plus s'assurer de ce qu'elles racontent. Non, je trouve que c'est très complet comme réponse. Très bien. Aude, selon vous, quelles sont alors les conséquences des fake news ? Mais ça, je trouve ça hyper intéressant déjà que vous ayez anglais cette question-là comme ça, parce que effectivement, c'est quelque chose de temps en temps, quand j'interviens dans des collèges, justement dans des lycées, etc. J'ai eu de temps en temps des jeunes, c'est pas pour les juger du tout, parce que c'est intéressant finalement comme réflexion, qui me disaient, un peu comme Michael Jackson tout à l'heure, finalement, c'est quoi le problème ? Ça va, tout le monde s'arrange un peu avec la réalité, etc. Et c'est vrai qu'au début, j'étais un peu désarçonnée par ce genre de remarques. Et en fait, je pense qu'il y a très peu de gens qui réalisent les conséquences de la désinformation. Et si je dois donner des exemples vraiment, un des exemples qui me vient là en tête, et ça m'énerve parce que je retrouve plus le nom du monsieur, c'est ce que je cherchais là il y a 2 minutes sur mon téléphone, parce que j'ai lu comme ça la question. Il y a eu une tuerie aux États-Unis il y a quelque temps dans une école de Sandy Hook, et en fait une personne notamment qui s'appelle Alex Jones, je sais pas si vous connaissez, qui est vraiment quelqu'un qui a fait un business absolument phénoménal de la désinformation, qui est extrêmement regardé, très influent, a commencé à raconter que finalement les enfants qui étaient morts, ils étaient pas vraiment morts, et que d'ailleurs leurs parents étaient des acteurs. Ça a donné lieu à beaucoup de harcèlement de la part de sa communauté qui est gigantesque, qui sont allés jusque voir les parents, leur expliquer que c'est faux, comment est-ce qu'ils n'ont pas honte d'être des acteurs, etc. Je sais pas, il faut se représenter en fait ce que ça veut dire pour un parent qui a déjà perdu son enfant de se prendre ce genre de harcèlement. Il me semble qu'il y a un parent ou
voire 2, j'ai peur de dire une bêtise, mais qui se sont carrément suicidés suite à ça, etc. Enfin voilà. Tout ça est expliqué d'ailleurs dans un livre super qui s'appelle Fake News, l'info qui ne tourne pas rond. J'en profite pour faire la promo parce que je trouve que c'est un super livre de Do-Han Bui, qui est pris à Albert Londres, qui est une super journaliste aussi. Et en fait, mais des conséquences, il y en a un peu partout. Je suis sûre que là, si on enquêtait un petit peu là au sein de l'établissement, il y a beaucoup de gens qui vivent des conséquences de désinformation. Le harcèlement, c'est une forme de conséquence souvent de désinformation. Et en bout de chaîne, il y a souvent des gens qui trinquent. Pas toujours, mais globalement, c'est quand même quelque chose de très établi. Et donc, on s'était amusé notamment avec une classe à essayer de rechercher comme ça des victimes de désinformation. On en avait trouvé en fait un certain nombre. Il y a aussi, par exemple, un jeune, c'était il y a quelques années, qui avait pris un selfie avec Angela Merkel, qui était la chancelière allemande. Il était syrien et il s'était retrouvé finalement quand il y a eu des attentats en Allemagne. Il a commencé à voir sa photo avec Angela, avec écrit « Regardez, elle était avec le terroriste, etc. » Enfin, ça avait été repris par l'extrême droite, comme si lui était un terroriste. On avait lu son histoire, il avait dû partir, il était pareil harcelé, etc. Enfin voilà, c'est important en fait de se rendre compte des conséquences petites ou grandes de la désinformation. Voilà, et je pense que effectivement c'est quelque chose sur lequel peut-être on communique pas assez ou que les gens n'ont pas assez en tête. Merci Shannon pour ces questions. Malone, tu t'es intéressé aux fake news et aux dangers pour la démocratie. Peux-tu alors nous donner des explications ? Bonjour à tous. Alors effectivement, on a vu que les fake news pouvaient nous piéger, qu'on peut même si nous sommes attentifs croire à des choses qui sont pas vraies. Mais après tout, qu'est-ce que ça peut changer ? Bah ouais, la face du monde ne sera pas changée si on croit que l'eau bout à 80 degrés et pas à 100 degrés. Pourquoi parler de ce sujet ? Si les fake news sont dangereuses, c'est que l'information est nécessaire. Alors, on vous dit tout. Est-ce que vous vous souvenez de ça ? Dans une vidéo de 2022, pendant les présidentielles françaises, un scandale est né. Macron se sent sale quand il serre la main à un pauvre. Ce n'est qu'un extrait de vidéo qui montre Emmanuel Macron serrant la main à un inconnu, puis qui se passe les mains au gel hydroalcoolique. Alors cette vidéo, qui a choqué le net, n'est rien de plus que 2 vidéos différentes et mixées. Ok, mais le problème, c'est que la vidéo est fausse, mais plus précisément, le montage est trompeur. En effet, cette vidéo est un extrait de 2 vidéos qui n'ont rien à voir. Certaines fake news comme celle-ci ne sont pas sans conséquences, elles peuvent jouer sur le choix des Français. La démocratie est en danger. S'il y a des fake news, c'est parce qu'on peut nous faire croire des choses fausses. Par exemple, pour un autre pays, aux États-Unis, le 27 août 2017, Trump a tweeté, je cite, « Le Mexique devenant une des nations les plus criminelles du monde, nous avons besoin du mur. Le Mexique devra payer par le remboursement ou autre. » Et le 23 décembre 2018, Trump a encore tweeté, je cite, « Le seul moyen d'empêcher les drogues, les gangs, les trafics d'êtres humains, les criminels et beaucoup d'autres choses de venir dans notre pays, c'est un mur ou une barrière. Les drones et tout le reste sont formidables et très amusants, mais il n'y a qu'avec un bon vieux mur que ça peut marcher. » Son seul but était d'obtenir des voix en propageant de la haine envers les Mexicains ou Mexicains immigrés aux États-Unis. Mais un ancien journaliste d'origine mexicaine avait fait une conférence sur le journalisme et a pris l'exemple cité, en déconstruisant un à un les arguments de Trump, en expliquant clairement que le Mexique n'est pas un pays avec plus de délinquance qu'un autre. J'ai encore un autre exemple. Pendant les élections présidentielles 2022 au Brésil, un scandale a éclaté autour du soi-disant kit gay, qui est en réalité un ensemble de vidéos et documents qui devaient être distribués en 2011 dans le cadre du projet École sans homophobie pour lutter contre l'intolérance envers la communauté LGBTQIA+. Pour lui, c'était une distribution et une porte ouverte à la pédophilie. Je sais, c'est énorme, mais ce discours a fonctionné auprès de certains électeurs et fait encore parler de lui. Mais quel est vraiment le danger des fake news pour la démocratie ? Le peuple se base sur les infos qu'il reçoit pour prendre des décisions, mais si l'information est fausse, le choix et la réflexion ne sera pas la bonne non plus. Alors vous, âgés comme jeunes, soyez attentifs au discours de certaines personnes, médiatisées ou non. Réfléchissez et essayez de savoir le vrai du faux. Commencez à changer le monde à votre échelle. Merci Malone. Nous allons développer cette question grâce à Ivana et Shannon. Quel est selon vous le plus grand danger pour la démocratie face aux fake news ? Déjà, vous en avez très bien parlé là, juste avant. Donc, effectivement, oui, je pense que en démocratie, enfin, c'est pas que je pense, c'est pas, j'invente rien, mais je veux dire, ce qui fait la vitalité d'une démocratie, c'est quand même des gens qui votent, qui se prononcent sur des thématiques. Et donc, si tu n'es pas correctement informé, je ne vois pas bien comment cela peut fonctionner. Et le problème, je dirais, c'est que je pense qu'on est dans une société où il y a pas beaucoup de gens qui ont un intérêt direct à ce que les gens aient un esprit critique. Que ce soit dans la publicité, que ce soit dans les influenceurs, que ce soit les politiques. Je veux dire, ils n'ont pas intérêt à ce qu'on commence à décortiquer leur discours, à regarder si c'est vrai, c'est faux, etc. Et donc, c'est un vrai combat, en fait, d'essayer, dans ce contexte, de faire vivre ça. Et moi, je pense qu'un des plus grands dangers, que finalement, oui, les gens qui font de la désinformation, c'est un grand danger, mais je pense que le plus grand danger, il est aussi à l'intérieur de nous, quelque part. C'est tous les biais qu'on peut avoir, c'est le fait de glisser très rapidement dans des schémas de pensée qui vont nous enfermer dans
lui c'est un nul, elle est géniale, et du coup on va plus faire attention à aucune information qui peut venir ébranler même si elle est solide, nos croyances. Et donc je pense que c'est aussi très important d'avoir cette attitude d'esprit critique un peu de manière constante. Les fake news entre guillemets dans lesquelles on glisse le plus, c'est quand c'est sur des thématiques qui nous touchent et qui nous concernent et sur lesquelles on a déjà un avis. Si je sais pas, moi je déteste, je dis n'importe quoi, Emmanuel Macron, je vais voir un article qui le détruit globalement, je vais tout de suite le retweeter, le liker, le partager, etc. Ça se trouve, ce truc n'est absolument pas solide. Mais si je vois au contraire quelque chose d'hyper solide et qui tend entre guillemets à faire un peu la part du faux, sa responsabilité, oui d'accord, mais il y a aussi ci, ça, les circonstances et tout, je vais même pas le regarder parce que ça ne correspond pas à ce que je pense. Et voilà, c'est très important, je pense, d'essayer toujours de penser aussi contre soi-même. C'est vraiment pas simple, c'est ce qu'on fait aussi tous les jours dans le journalisme, c'est-à-dire qu'on peut pas plaquer comme ça nos idées reçues et faire ok, c'est bon, j'ai fait l'article et tout. Non, il va falloir, même si on n'aime pas la police, il va falloir interviewer la police, leur donner le droit de réponse. Même si on n'aime pas un tel, il va falloir lui donner l'occasion de s'exprimer, etc. Et donc ça, c'est très important en fait d'avoir ça à l'esprit, quoi, d'essayer constamment de se dire tiens, et si finalement je pensais mal, et est-ce que avoir à l'esprit tout simplement la facilité avec laquelle on peut se faire avoir, surtout quand on a des idées très arrêtées. Pas mieux. Oh là 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 là. Valentine, la démocratie peut-elle alors résister aux fake news ? Bah alors oui, parce que si on dit non, on n'a plus qu'à aller se mettre sous la couette et puis à fermer les yeux et les oreilles. Oui, on peut, déjà en s'appliquant un peu ce que vient de dire Aude, c'est-à-dire essayer de penser contre soi-même, avoir un esprit critique. Je pense que chacune, on peut développer un esprit critique, et c'est ça le gros enjeu, je pense, d'éducation aux médias, c'est de donner les clés aux futurs citoyens et citoyennes que vous êtes pour savoir si ce que vous lisez, ce que vous entendez, ça vaut le coup c'est sérieux ou pas. Et puis nous, en tant que journalistes, on a un rôle supplémentaire à faire notre travail correctement, à penser en effet contre nous-mêmes et à donner plus d'écho aux informations qui sont recoupées plutôt qu'à tout ce qui n'en constitue pas, quoi, tout simplement. Aude, pouvez-vous nous expliquer votre travail de rédaction citoyenne et votre chaîne What the Fake ? Est-ce une solution face aux fake news ? J'ai pas la prétention de dire hurrah, j'ai la solution, c'est bon. Mais en gros, c'est vrai que l'idée. Alors, il y a deux choses. La chaîne What the Fake, c'est une chaîne que j'ai créée d'ailleurs après l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, parce que j'étais un peu sidérée. Je sais pas si par une phase de sidération où j'étais là, waouh, d'accord. De voir vraiment à quel point, quelque part, les mensonges vraiment assez éhontés peuvent porter quelqu'un au pouvoir, etc. Ça m'avait vraiment sidérée. Et là, c'est vrai que du coup, ces derniers temps, je suis passée à un petit cran, entre guillemets, au-dessus, en tout cas, voilà. Nouvelle étape qui est effectivement d'inclure, de proposer, d'ailleurs ici là tout le monde peut venir dans la rédac citoyenne. En fait, je propose aux gens de venir enquêter avec moi. Je pense que c'est une partie de la solution. Je sais pas si, en tout cas c'est un pari que je fais, parce que je pense que les fake news, moi je le vois bien, on va dans les classes, etc. et on essaye de donner le maximum d'outils, de réflexes, de méthodes, etc. aux gens. Mais quelque part, tant qu'on n'agit pas vraiment sur le dialogue entre les journalistes et les citoyens, tant que les citoyens nous font pas vraiment confiance, je vois pas trop comment on peut résoudre le problème, parce qu'à un moment donné chacun va pas passer 2 heures à vérifier chaque article qui lui tombe sous le nez ou chaque vidéo. C'est bien d'avoir des réflexes, mais globalement c'est pas ça la solution ultime. La solution ultime, c'est d'essayer d'œuvrer, et c'est ce qu'on fait un peu là, et je vous remercie beaucoup, à plus de dialogue en fait, à une meilleure compréhension des citoyens qui comprennent davantage comment se produit le travail journalistique, et aussi des journalistes peut-être qui s'ouvrent justement aux gens avec humilité, en reconnaissant aussi que tout n'est pas parfait, etc. Et moi, c'est vrai que depuis que j'ai créé cette rédaction collaborative, il y a plus d'1 millier de personnes qui sont à l'intérieur. Je trouve ça génial parce que ça me bouscule tous les jours. C'est des gens qui sont pas forcément à fond sur les journalistes, qui sont souvent très critiques, etc. Et ça me fait vachement réfléchir à mon métier, à la façon dont je l'exerce, aux choses qu'on pourrait améliorer. Et puis pour eux, ça leur donne aussi, je pense, un peu plus confiance, parce qu'ils voient vraiment comment je travaille, ils voient quelles sont les méthodes, on échange beaucoup de pratiques, de bonnes pratiques, etc. Et donc c'est vrai que voilà, on est en train de faire une série pour Arte dans laquelle justement, dans chaque épisode, j'enquête avec plein de gens qui ont des profils divers et variés, notamment des lycéens. Donc si vous voulez venir, c'est top. Mais voilà, je pense que moi, j'essaye maintenant d'œuvrer beaucoup pour ce rapprochement en fait entre eux, parce que finalement tout le monde veut la même chose, personne veut se faire manipuler, quoi. Et donc c'est vraiment parlons, dialoguons, comprenons-nous, plutôt que d'essayer de se tirer dans les pattes. Voilà, il y a tellement de choses à faire quelque part que je trouve ça. Voilà, moi j'œuvre dans ce sens-là en tout cas. Merci Ivana. Pour aborder le rôle du journaliste face aux fake news, nous allons écouter Lana et Clara.
Tout d'abord, bonjour. Merci à Valentino Berti et Aude Favre d'être venus jusqu'à nous à Chaumont. Nous avions accueilli Monsieur Liebus, créateur de Gorafi, avec qui nous avions parlé de la satire et des fake news. Quel rapport avec vous ? C'est simple, lui se définit comme un comique, un blagueur. Vous, étant des journalistes, c'est complètement différent. Pourtant, beaucoup de personnes le prennent pour un journaliste. La question est, pourquoi cette confusion ? On pense qu'un journaliste doit divulguer son savoir et son avis. Pour se renseigner, les journalistes, ils utilisent un interlocuteur. C'est un moyen plus rapide, plus efficace pour eux, mais il y a bien sûr l'inconvénient qui est peut-être payant, non fiable. Le métier de journaliste consiste à mettre à disposition du public une information qui est tout d'abord sûre, de qualité. Un journaliste est souvent confronté à de multiples pressions. La profession de journaliste, elle est régie par une charte de déontologie. Le métier consiste à informer. Un journaliste peut travailler pour un journal papier, une chaîne de radio ou de télévision, un site internet. Il fait également la présentation du journal à la télévision. Il réalise des reportages, il interviewe des stars ou il peut diriger une équipe. C'est très important de savoir que le journaliste, il travaille tout le temps de la même manière. C'est-à-dire qu'il commence par chercher les informations, il les vérifie, puis il les communique en s'adaptant à son public. Il recueille les informations pour se documenter une première fois. Il va sur des sites plus fiables, des sites officiels, voire spécialisés, mais il peut très bien faire appel à un documentaliste. Donc ensuite, le journaliste, il intervient sur le terrain. Il interroge des visiteurs, des soigneurs pour récolter plusieurs avis. Les fake news, ce sont de fausses informations ou des nouvelles mensongères. Elles sont là dans le but de tromper ou de manipuler le public. Les articles qui en contiennent sont souvent des titres accrocheurs. C'est quoi l'origine des fake news ? À la fin du 19e siècle, les infos diffusent de fausses nouvelles avec un humour très décalé. Quand des informations ne plaisent pas aux personnes, certains disent que ce sont des fake news. Lana, c'est quoi une information ? C'est un fait. Donc, par exemple, un fossile de dinosaure a été découvert en Australie la semaine dernière. C'est vérifié grâce à des livres documentaires, des sites spécialisés et un spécialiste du sujet. C'est hiérarchisé selon la place donnée dans le journal, puis c'est raconté de différentes façons, donc en le lisant, en l'écoutant ou en le regardant. Moi, j'aimerais bien savoir comment différencier le vrai du faux. Il faut se poser la question qui est l'auteur de l'article ou de la vidéo. Plusieurs bons réflexes à avoir pour vérifier s'il s'agit d'une vraie information. Elle a beaucoup plus d'impact qu'avant, car aujourd'hui, les réseaux sociaux ont plus de puissance. Donc depuis 1800, la diffusion de fausses nouvelles est donc punie par la loi quand elle menace la paix publique ou porte atteinte à l'honneur d'une personne. Cela peut être puni d'une amende en 45 000 et 135 000 euros. Merci à Lana et Clara. Nous avons maintenant les idées plus claires, mais qu'en pensent nos journalistes ? Nous laissons la place à Ivana et Shannon. Aude, Valentine, quel est chacune votre parcours ? Alors moi j'ai fait donc des études d'histoire et après j'ai fait l'école de journalisme de Lille, donc qui m'a appris le métier de journaliste. J'ai commencé par de la radio, qui est vraiment mon média de prédilection. C'est pour ça que je suis très contente d'être là avec vous au bout d'un micro. J'ai commencé par une année en contrat dans une radio au Maroc, une radio franco-marocaine qui donnait des infos en français et en arabe. Moi je les faisais en français et donc ça c'était basé à Tanger. J'ai passé une année formidable dans un pays que j'ai découvert et qui était très intéressant, et aussi une expérience très intéressante de journalisme dans un pays où la liberté d'expression n'est pas parfaitement garantie et où j'ai pu mesurer ce que c'était que la liberté d'expression, la censure et l'autocensure, c'est-à-dire le fait que les journalistes ne vont pas traiter tel ou tel sujet ou ne pas les traiter de telle ou telle manière d'eux-mêmes, sans même qu'on leur ait demandé de le faire, parce qu'on sait et on savait qu'il y avait des sujets qu'il fallait traiter de telle ou telle manière. Donc c'était très instructif. Ensuite j'ai continué à travailler à la radio pour des radios de Radio France, France Info, France Inter et Radio France Internationale. Puis je suis allée à Mediapart pour couvrir la campagne présidentielle de 2012, donc voilà, du journalisme politique. Et puis après j'ai bifurqué vers la télévision. J'ai travaillé pour une émission qui n'existe plus, qui était sur Canal+, qui s'appelait Le Supplément. C'était une émission de reportage, de portraits de 10-20 minutes d'invités qui étaient ensuite en plateau pour discuter, qui avait une actualité particulière. Et puis après, j'ai travaillé pour l'émission Quotidien, où j'étais reporter pour l'émission Quotidien, avant d'atterrir à nouveau donc à Mediapart, où je m'occupe de développer les enquêtes vidéo et tous les contenus vidéo, que ce soit des émissions qui sont disponibles donc sur Internet, ou des enquêtes vidéo aussi qui sont sur Internet, et des documentaires.
Moi, je suis très jalouse parce que l'école c'est l'ESJ de Lille, c'est ça ? L'école supérieure de journalisme de Lille, je l'ai ratée et vraiment, j'avais pleuré, mais pendant des jours. J'étais sur la liste d'attente. Ouais, voilà. Alors ça, c'est vrai. Franchement, moi, je trouve que si je dois donner un conseil, quel que soit le métier que vous visez, c'est pas écouter les gens qui vous disent c'est bouché. Enfin, je veux dire, à un moment donné, si vous développez votre propre talent, si vous tirez les bonnes ficelles, si vous êtes des merdes, vous allez forcément y arriver. Enfin, franchement, voilà. Donc moi, ce que je conseille souvent pour les gens qui veulent être journalistes, c'est aujourd'hui, maintenant, il y a Twitter. Je veux dire, tu peux aller, tu regardes les gens qui t'inspirent, tu les contactes sur Twitter. Moi, j'ai plein de jeunes comme ça qui me contactent, qui trouvent que c'est intéressant ce que je fais pour X raisons. On discute. Bon, bref, voilà. Ça, c'est le petit aparté pour pas écouter les gens qui vous découragent, s'il vous plaît. Et puis moi, en fait, du coup, moi, j'étais en Martinique à faire des piges pour une radio aussi. Moi, c'était la radio que j'adore aussi, Radio Caraïbes Internationale. C'était aussi hyper instructif. Et puis après, pour schématiser, en gros, j'ai fait le CFPJ comme école. Donc c'est une école de journalisme à Paris que j'ai fait en alternance dans une chaîne d'info en continu qui n'existe plus, qui s'appelait iTélé. Et puis après, j'ai voulu faire vraiment des sujets plus longs. Donc j'ai travaillé globalement pour des émissions que vous connaissez peut-être, 66 minutes, Zone interdite, ce genre de choses, Envoyé spécial, Complément d'enquête, enfin toutes les émissions un peu voilà, que vous voyez à la télé et de plus en plus dans l'investigation. Voilà. Et puis après, j'ai créé ma chaîne YouTube en 2017 et plein de choses voilà, sont ressortis de ça, notamment la série que je fais actuellement, du coup, avec les gens qui sont sur le Discord de la rédac citoyenne. J'ai essayé de condenser un peu, je sais pas. Comment êtes-vous devenu journaliste ? Alors, si on parle de vocation, moi, je sais pas si c'était totalement une vocation. J'hésitais entre plusieurs métiers et celui-ci j'avais hésité avec prof, par exemple. Et celui-ci, à un moment, a surgi, je me souviens plus bien comment. Je crois, en fait, avec le JT de 20h que je regardais et Christine Ockrent, qui est une très vieille journaliste, qui m'inspirait, qui maintenant que je connais un peu la façon dont elle travaille et voilà, ses pratiques m'inspirent un peu moins. Mais bon, c'est une très vieille journaliste, je suis pas sûre que vous la connaissiez. Mais bref, en tout cas, c'est venu par la télévision, qui pourtant n'est à la base pas mon média de prédilection en tant que journaliste, mais voilà, ça m'est venu par la télévision, et voilà, assez tardivement. Et puis après, comme je vous l'ai dit, j'ai donc fait une école qui nous apprend à être journaliste. Il y en a une petite quinzaine en France qui sont reconnus par la profession et qui donnent une formation très complète pour bien savoir faire son métier, être un bon technicien de l'information. Mais c'est pas suffisant, et comme le dit Aude, en fait, exercer son esprit critique, oser aller demander à des journalistes qu'on connaît pour faire un stage dans leur rédac, etc. Être vraiment débrouillard, c'est comme ça, je pense qu'on devient être très curieux et penser contre soi-même. Je crois que c'est comme ça qu'on devient journaliste ou un bon journaliste, ou qu'on a ce truc-là en soi. C'est ça qu'il faut développer, je pense, pour être un bon journaliste. Moi, je voulais toujours faire à la base, j'aurais adoré être genre Médecins sans frontières, ce genre de trucs, mais je voulais toujours faire de l'humanitaire, des trucs avec cette espèce de romantisme presque de aller sauver le monde et compagnie. Enfin bon, bref, j'étais partie vraiment dans un délire comme ça. Après avoir fait un stage, j'étais allée au Pérou, notamment. Je m'étais rendu compte que je savais rien faire de mes mains, c'était une catastrophe, que je servais un peu à rien. Enfin bon, bref, je sais pas. Par contre, j'étais passionnée par les gens et donc j'avais mon petit carnet, j'allais rencontrer le maximum de gens, etc. Et c'est là que je me suis dit, en fait, je crois que c'est les gens qui m'intéressent et les parcours de vie. Et ça a été un peu le petit déclic. Et après, en fait, je pense que ce qui est génial dans le métier, c'est que c'est presque comme si tu vivais un petit peu plusieurs vies, tu vois. C'est-à-dire que, voilà, on faisait une enquête sur le discours anti-avortement il y a quelques semaines. Donc là, on a rencontré des gens qui ont des problématiques hyper intéressantes, des lobbyistes, des gens qui essayent d'influer ceci, cela. Puis là, maintenant, on est sur un sujet sur le climat. Ah, ok, d'accord. Donc du coup, je me retrouve à contacter des gens qui sont dans l'agroforesterie, qu'on est allé rencontrer à Chartres. Enfin voilà, le prochain sujet, c'est peut-être voilà sur Wikipédia. Donc là, du coup, je suis en train d'essayer de discuter avec des administrateurs. Et donc, il y a cette idée d'ouvrir les chakras au maximum, de rencontrer le maximum de gens qui sont souvent des passionnés, donc qui sont souvent passionnants. Et c'est vrai que ça, je vois pas trop d'autres métiers qui te permettent vraiment ça, quoi. Et il y a aussi une dimension utile que je cherchais du coup depuis le début un peu, que je retrouve aussi, j'ai la chance de retrouver. Je pense qu'il y a beaucoup de journalistes qui sont un peu dans une crise où un peu à quoi sert mon job, etc. Mais moi, j'ai pas personnellement cette question-là, parce que à quoi sert mon job, bah je sais pas. Déjà souvent j'ai eu la chance, je pense comme Valentine, de faire des reportages qui ont eu de l'impact. Par exemple, si on parle de la désinformation, j'ai fait un sujet pour Complément d'enquête
enquête avec Sylvain Louvet, qui est un ami il y a un an, et cette enquête, à laquelle ont participé d'ailleurs des citoyens du Discord, a abouti à la démonétisation d'un certain nombre de sites conspirationnistes. Donc en gros, Google a arrêté de leur permettre de se monnayer. Et souvent, en fait, il y a de l'impact dans ce que je fais, ne serait-ce que l'impact de communiquer sur le journalisme avec les gens, de les embarquer avec moi, de discuter, de dialoguer. Et donc voilà. Mais c'est vrai que c'était pas non plus une vocation première pour moi, quoi. C'est venu un peu sur le tard, sur le coup de 23-24 ans, quelque chose comme ça. Valentine, vous avez réalisé un documentaire qui s'appelle Média Crash et qui parle de la concentration des médias, notamment à travers le cas de Bolloré. Quel regard portez-vous sur les chaînes de ce groupe ? Un regard, je dois dire plutôt critique, mais en fait, je crois que ce qui domine, alors je vais surtout penser à la chaîne CNews, parce que les autres chaînes de ce groupe sont des chaînes moins axées information. Enfin, il y a le cas particulier de C8 et de Cyril Hanouna, dont l'émission est à l'intersection de l'information et du divertissement. Donc, il fait de l'information dans un cadre de divertissement. Donc, je pourrais en parler juste après. Mais pour ce qui est de la chaîne d'info CNews, à vrai dire, je suis plutôt inquiète pour les journalistes qui y travaillent, parce que il y a sans doute plein de très bons journalistes dans cette chaîne, mais je crois qu'ils sont pas en capacité tous de faire du bon journalisme, parce que je crois savoir qu'ils n'ont pas forcément beaucoup de moyens pour du reportage. Donc ça se résume souvent à des plateaux comme celui-ci, mais dans un studio télé avec des gens autour d'une table qui donnent leurs avis, qui émettent des opinions, et en fait ça ne répond pas à la demande et au cahier des charges. En fait, CNews, c'est censé être une chaîne d'information. Il y a un glissement de cette chaîne qui est donc la petite sœur d'ITélé où travaillait Aude. ITélé a arrêté d'émettre et est devenue CNews au moment où Vincent Bolloré a mis la main sur le groupe Canal+. Et à ce moment-là, il y a eu un vrai basculement, et qui est un glissement progressif. On est passé d'une chaîne d'information à une chaîne d'opinion. Et voilà, normalement, CNews, ça doit être une chaîne d'information. Donc voilà, pour moi, c'est problématique, parce que la multiplication des opinions, c'est bien d'avoir des opinions, mais quand ça a la robe, le costume de l'information, je pense que c'est problématique et que c'est un frein à la bonne information. C'est un obstacle à la bonne information. Sans aller jusqu'à dire que c'est de la désinformation ou de l'infox, je pense que ça n'est pas de la bonne information. Donc voilà, ça c'est sur CNews. Et sur le cas de Cyril Hanouna et de C8, ce qu'on montre dans notre documentaire Média Crash, et que le raconte très bien une chercheuse qui a travaillé vraiment précisément sur l'émission TPMP et l'émission Balance ton poste, c'est qu'en fait Cyril Hanouna, il a eu envie de peser dans le débat de la présidentielle. Nous, notre documentaire, il est sorti juste avant la présidentielle, et on s'est intéressé à ces mois de campagne et de pré-campagne. Et en fait, les travaux de cette chercheuse qui s'appelle Claire Secaille ont démontré que le temps de parole accordé à l'extrême droite en général et à Éric Zemmour en particulier était bien supérieur que pour les autres couleurs politiques, que la façon dont il en parlait était beaucoup plus positive que pour les autres couleurs politiques, et qu'il allait même jusqu'à diffuser des clips de campagne d'Éric Zemmour, des messages Éric Zemmour de pure propagande, de pure promotion politique. Donc voilà, ça pose une question sur l'équité de traitement en période présidentielle, et puis sur la rampe de lancement qu'a pu constituer l'émission de Cyril Hanouna pour Éric Zemmour, qui était journaliste polémiste sur la même chaîne du groupe, CNews, et qui à un moment s'est déclaré candidat. Voilà ce que je pouvais dire. Comment faites-vous, vous, pour pas vous faire avoir en tant que journaliste par les fake news ? C'est une bonne remarque. Déjà, je voudrais dire que je suis pas poreuse à ça. C'est-à-dire que ça m'arrive des fois de dire tu vois, typiquement parce que justement j'ai une opinion arrêtée sur un sujet. J'ai très envie de foncer, un peu tête baissée en croyant quelque chose, mais je me retiens de partager quand même avant de partager, avant de liker. Quand même, je regarde. Donc du coup, je like plus grand chose. Par précaution. Ouais. Mais une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit tiens, ce serait intéressant. Et des fois, je me mets un peu dans ce mode-là, de se dire tiens, avant de partager quelque chose, genre comme si on pariait 5 € quoi. C'est-à-dire que quand tu partages, ça veut dire que tu mets 5 € sur la table, que cette information-là est vraie. Et si vous réfléchissez comme ça, vous allez voir que vous n'allez plus partager grand-chose et que vous allez réfléchir un tout petit peu plus à vraiment très concrètement vérifier ce qu'il y a décrit. Moi, en général, c'est vrai que quand je vois que c'est une enquête journalistique, j'ai tendance quand même à moins remettre en cause. Je dois dire que quand je connais pas le média, parce que je connais un peu le travail qui est fait derrière, même si c'est pas exempt de potentiellement d'erreurs
erreurs ou d'un certain nombre de biais, enfin voilà. Mais comment je fais pour pas me faire avoir? Nous, en tout cas, à la rédaction, on a eu ce questionnement et on avait mis au point une petite méthode qui s'appelle la méthode STAR. Alors, c'est le S, c'est la source, est-ce qu'il y a des sources? Le T, c'est est-ce qu'il y a du travail d'enquête, c'est-à-dire est-ce qu'il y a vraiment des prises de contact avec des chercheurs, avec ceci, avec cela, enfin vraiment du boulot, quoi, notamment des droits de réponse quand il y en a besoin. A, c'était l'auteur, est-ce qu'il est légitime? Et R, c'est la rigueur. Et donc, c'était nos petits critères, c'est un peu nos petits critères qu'on essaye de voir. Moi, je les applique pas tous les jours, je dois dire, parce que bon, après, au bout d'un moment, tu commences à avoir un peu l'œil qui fait que très rapidement, tu arrives à plus ou moins à voir si c'est plutôt fiable, plutôt pas fiable. Je pense que la meilleure chose, encore une fois, c'est je me méfie de moi, quoi. Je me méfie de ce que je suis capable de penser parce qu'on a tous un passé, une éducation, quelque chose qui va nous faire plutôt verser vers tel bord plutôt que tel autre et c'est le premier ennemi, je pense. Je suis d'accord. Ah. Non, mais je suis d'accord. Non, mais j'ai pas grand-chose de plus à dire. Effectivement, non, j'ai vraiment pas grand-chose de plus à dire. Je crois que c'est très bien résumé. C'est une très bonne méthode, la méthode STAR. Ah bah, écoute, merci. On l'a pas brevetée encore. C'est quoi la méthode journalistique? Eh ben, ça pourrait être la méthode STAR. Non, en vrai, la méthode journalistique, c'est, je pense, c'est des qualités, de la rigueur, de la curiosité et du doute. Remettre en question les choses, se poser beaucoup de questions. Et puis après, c'est une déontologie, c'est-à-dire en effet essayer de penser contre soi-même et donner la parole à tout le monde, même aux personnes qui nous déplairaient. Et puis c'est travailler sur quelque chose d'assez simple, les faits, partir des faits. En fait, et puis les vérifier, les décortiquer, multiplier les sources et respecter vraiment le contradictoire. Par exemple, à Mediapart, où on fait beaucoup d'enquêtes, on va enquêter sur tel ou tel responsable politique, tel ou tel chef d'entreprise, tel ou tel milieu. On va les mettre en cause. On n'est pas un tribunal, mais ils vont pouvoir être mis en cause sur des faits. Par exemple, tel homme politique qui détourne de l'argent public. Par exemple, c'est des faits très graves. Donc, en fait, on peut pas les balancer comme ça. Bien évidemment, on va les vérifier. Je vous donne un exemple concret. Jérôme Cahuzac, ancien ministre du budget, qui en fait ne payait pas ses impôts en France et avait un compte caché en Suisse. Voilà, ça c'est une information révélée par Mediapart. Pour révéler une information aussi grave, accuser un ministre de frauder le fisc, c'est quand même très 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 grave, eh bien il faut pouvoir l'affirmer et en être sûr. Donc il y a eu un travail d'enquête très complet qui a été fait, trouver des informations concrètes, matérielles, est-ce qu'on a le numéro de son compte, est-ce que on a aussi des témoignages, des gens qui sont sûrs et qui peuvent nous dire que c'est le cas. Et puis à la fin, il faut quand même savoir ce qu'en dit Jérôme Cahuzac lui-même. Donc, il a démenti dans un premier temps, mais il était indispensable de respecter ce qu'on appelle le contradictoire. Donc, aller demander au principal intéressé son commentaire, sa réaction, et le faire figurer dans l'article, même si c'était un mensonge. Et ce qui s'est révélé être le cas juste après. Voilà comment je pourrais définir la méthode journalistique. Oui, globalement, faut prendre des pincettes surtout. Enfin, moi, c'est vraiment, rien prendre comme ça pour argent comptant d'avoir vraiment vérifié. Donc c'est long, c'est fastidieux. C'est moins gratifiant que les gens qui font de la fake news qui racontent n'importe quoi en 2 minutes et ça va buzzer à mort. Donc l'économie du journalisme, elle est aussi très compliquée pour ça. Donc c'est vrai, c'est pas facile et puis c'est pas très gratifiant. Des fois tu fais du super boulot, t'as pas beaucoup de vues forcément. Et puis par rapport aux personnes qui font vraiment entre guillemets du putaclic et des choses faciles, bon des fois t'es un peu désespéré, c'est un peu fort, mais enfin voilà. Donc j'attire l'attention sur le fait que c'est vrai que c'est très rigolo de voir plein de vidéos complètement débiles avec des clashs et des machins et que le YouTube met en avant ce genre de contenu ou des trucs genre un peu hallucinants avec des miniatures qui montrent n'importe quoi, etc. C'est sûr que ça attire l'œil, c'est sûr que c'est très chouette, mais quand vous regardez ça, et il n'y a pas de souci à le faire, sachez que c'est de la vue qui ne va pas à quelqu'un qui produit aussi du contenu de qualité, quoi. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui payent un peu ça. Merci à vous deux, mais alors que peut-on faire face aux fake news? Nous laissons une dernière fois la place à Ivana et Shannon. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, face aux fake news? Ne pas partager, ne pas liker, si j'en crois ce qu'a dit Aude. Non, mais blague à part, quand vous en détectez, si vous comprenez que tel ou tel contenu est une fausse information, ne pas la partager, peut-être la signaler, mais je ne sais pas si c'est pas un peu hurler dans le désert, quoi, de signaler ça aux plateformes. Je ne sais pas s'il y a vraiment une grosse réactivité, quoi. Je pense que déjà tout bêtement, ça peut démarrer tout simplement autour de vous. Moi, j'étais toujours la nana super relou dans la cour de récré où en fait on vient me voir et on me dit tu sais qu'Antoine il sort avec Émilie où il a fait ça à Isabelle et j'étais là ah bon t'es sûre comment tu le sais? Bon déjà chiante quoi la nana parce que ça coupait court. Non mais en fait
Juste avoir cette espèce d'attitude globale dans la vie, de demander ça vient d'où ton info. Enfin, franchement, c'est un truc, on est dans du basique au basique. Et si dans les 15 secondes, globalement, vous avez aucune réponse, ça sent mauvais, quoi. Donc, je pense que, non, mais je sais pas, je pense que c'est une attitude globale, en fait. Que ce soit dans la vie, sur Internet, etc. Toujours se poser cette simple question, ça sort d'où? Est-ce que la personne qui m'informe me donne des gages que ce qu'elle dit est vraiment solide? Je pense à un truc, il y a quelque temps, je sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire, hein. J'ai découvert cette rumeur de la journée du viol. Si quelqu'un connaît ça, apparemment, sur TikTok, ça circule beaucoup. Il y aurait une journée du viol, je sais plus quand est-ce que c'est, etc. Et on a fait un exercice tout bête avec les, c'était des collégiens. On a pris tous les gens qui expliquaient, ah là là, c'est terrible, la journée du viol, comment ça va se passer. Il y avait des mecs qui étaient là, ah mais moi les filles, le jour de la journée du viol, je vais vous protéger, vous inquiétez pas, machin. Enfin, c'était n'importe quoi, mais c'est toujours, hein. Et puis on leur a demandé à chaque fois, là, j'ai dit, mais ils ont dit, ah, mais vous savez, nous, ça nous fait peur, on sait pas qu'est-ce qu'il faut faire ce jour-là, etc. Je sais là. Et en fait, ils ont contacté tous les gens sur Instagram qui disaient ça en leur demandant ça, c'est quoi la source? D'où vous savez, ça vient d'où? Et il y en a, ils ont peut-être eu un taux de réponse, enfin, il y a peut-être 2 personnes qui ont répondu sur 50, quoi. Et ce qu'elles répondaient, c'était, ah, bah, c'est sur TikTok, comment ça, tu vois pas? Mais c'est pas une source, ça, c'est sur TikTok. Et donc, juste, en fait, amusez-vous aussi sur les réseaux sociaux, des fois, à dire, mais d'où tu sais ça? Ça énerve les gens, mais s'ils sont vraiment sérieux, ils vont vous répondre, ils vont vous donner, voilà, je sais pas, c'est une espèce de voilà, ça vient d'où? C'est vraiment le truc important à avoir, je pense, toujours un peu en tête. Comment alors peut-on s'en protéger? Je dirais, t'as un petit peu répondu déjà, Aude. Bah, en ne les propageant pas, et puis si vous avez appliqué la méthode que vient de décrire Aude, de confronter un petit peu celui ou celle qui propagerait une fake news, et ben d'y couper court en fait, et y compris dans votre attitude, de rester dans une attitude de doute pour avoir toujours cet esprit critique qui fait que vous restez à distance de ce genre de fausses informations. Oui, j'ai rien d'autre à ajouter là qui me vient là tout de suite. Merci. Je crois que cette émission touche à sa fin. Le sujet fut complexe. Un grand merci à Aude Fabre et Valentine Auberti d'être venus répondre à cette problématique. À tous ceux qui nous écoutent, surtout soyez attentifs et confrontez vos sources. Surtout, ne cessez jamais de vous poser des questions.